Hors série, les dossiers BFM Business, AI for Finance, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série sur l'intelligence artificielle dans la finance sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Nous enregistrons cette émission depuis l'événement AI for Finance au Palais Brongniart qui avait lieu cette semaine. Alors évidemment, sans contexte, l'intelligence artificielle, la data, on l'a déjà dit, joue un rôle clé dans le secteur de la finance, l'abondance des données, la qualité, les algorithmes associés. Ça va transformer plus rapidement la façon dont on va traiter ces données, dont on va servir les clients. Ça veut dire des nouveaux services. Mais est-ce que les banques, justement, est-ce que le secteur financier est mature? Est-ce que nous-mêmes, clients, nous sommes matures à recevoir ce type de nouveaux services? Et puis voilà, on sait qu'il y a tout un environnement réglementaire. On va parler de tout ça et d'humain aussi qui est au cœur de cette transformation digitale avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Axel Lemaire, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé senior chez Roland Berger. Vous êtes directrice des partenariats d'innovation. Et puis évidemment, on vous connaît aussi en tant qu'ancienne secrétaire d'État au numérique. Donc c'est des sujets que vous suivez depuis très longtemps. Avec nous également Philippe Aymerich, bonjour. Bonjour. Philippe, directeur général délégué du groupe Société Générale. Et là aussi, beaucoup de choses. On verra si Frédéric Oudéa fait des progrès en Python. Parce qu'on avait dit qu'il s'était lancé dans la programmation Python, voilà, en voyant si tout ça pouvait fonctionner. Et puis Florian Douetteau, bonjour. Bonjour. Florian Douetteau, donc CEO, fondateur de Dataiku, l'une de nos très belles pépites dans ce domaine de la data. On va démarrer avec vous, Axel, avec votre rôle de conseil, d'expert dans cet univers du numérique. À quel niveau de maturité vous jugez aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le secteur financier? Parce on le dit, il y a des contraintes, il y a de la régulation, il y a de la confidentialité. Et pensez-vous que dans tous ces domaines, il y a vraiment un rythme à trouver aujourd'hui? Alors d'abord, premier constat, quelle accélération de l'entrée de l'IA dans les entreprises, parce que c'était il y a 4 ans qu'a été lancée la première feuille de route nationale en matière d'intelligence artificielle en France. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, même le mot IA, intelligence artificielle, n'était pas du tout ancré dans les cultures d'entreprise et dans les priorités stratégiques. Le mot data non plus. Non, c'est vrai. Ça, c'était il y a 4 ans. Ah oui. Alors, sur le niveau de maturité du secteur financier, il est élevé. Il est élevé parce que finalement, la donnée, c'est la matière brute de la banque et de la finance depuis toujours. Ça a commencé par les statistiques, ensuite l'actuariat et aujourd'hui les données utilisées grâce à l'IA, mais finalement, c'est une forme de continuité. Donc d'abord, il y a de vraies expertises, il y a des moyens d'investissement et puis il y a un environnement réglementaire contraint qui oblige à automatiser certaines tâches, notamment dans tout ce qui est Know Your Customer, donc lorsqu'il s'agit d'identifier vraiment en conformité avec les textes les clients pour éviter le blanchiment d'argent, pour lutter contre le terrorisme, etc. Eh bien, c'est là que l'IA et la RegTech, donc les technologies au service de la compliance et de la régulation, sont très utiles. Donc, forte maturité dans la finance. Et puis là aussi, quelle accélération. Il y a 3 ans, on faisait des POC, des proof of concept, des prototypes. On lançait des essais sans trop savoir ce que ça allait donner. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on voit bien que c'est ancré dans les métiers et qu'il y a des vrais cas concrets opérationnels. On voit vraiment que de ces données, on réussit à tirer des informations, un peu très concrètement. Parce que les données, on les avait finalement quelque part, mais on s'en servait pas vraiment ou très peu. Oui. Et aujourd'hui, on réussit à tirer ces informations et à prendre des décisions à partir de là ou à offrir de nouveaux services. Moi, je le vois surtout pour la finance, sur la RegTech, donc sur l'accompagnement des clients, et donc la manière dont les chargés de clientèle sont aidés par l'IA pour mieux personnaliser leurs services aux clients, et puis dans l'automatisation des tâches répétitives qui permet, on y reviendra, mais pas forcément de supprimer des jobs, mais plutôt de réorganiser des tâches en supprimant un pourcentage de tâches par jour, en fait. Alors, accélération, c'est un mot qui vous colle bien, Florian, chez Dataiku, ne serait-ce que pour la société que vous avez fondée. Quelle accélération, quel mouvement, quelle réussite sur cette data. Alors, pour qu'il y ait ce rythme décrit par Axel Lemaire, pour vous, il faudrait accélérer la démocratisation. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vous essayez de faire avec Dataiku. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être à la tête d'une société qui voit cette vague arriver, puisqu'en effet, comme on double chaque année, et en effet, je vois la maturité des acteurs français, et en particulier des acteurs finance, qui a complètement explosé dans les dernières années. Et l'enjeu principal pour la plupart de ces acteurs, c'est en effet la démocratisation de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire,
pas seulement le fait que tout le monde en tire les bénéfices, mais le fait que tout le monde puisse être dans le sein d'une entreprise acteur de cette transformation, puisse en fait prendre en main cette façon d'utiliser les données, parce qu'en fait ça change radicalement la façon de travailler, et donc c'est important que tout le monde puisse, au sein d'une structure financière, au sein d'une banque, le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est dans votre ADN, dans l'ADN de Dataiku, pour parler juste un moment des logiciels, de la plateforme que vous développez. Vous êtes dit dès le départ, alors il ne faut pas que je m'adresse uniquement à des chercheurs, parce que là, j'aurai des clients, mais ça va s'arrêter là. Il faut que je m'adresse, notamment dans le domaine financier. On parlait des opérateurs augmentés dans une autre émission. C'est exactement ça. Il faut que tout le monde puisse participer et puis apporter sa valeur, ses compétences. Tout à fait. La raison pour laquelle on a créé notre plateforme au début, c'est parce qu'il y a un enjeu de fond de société, et dans les banques, mais aussi finalement dans toutes les organisations, qui est que cette transformation des entreprises par l'intelligence artificielle soit à la main de tout le monde, et pas seulement finalement des informaticiens. Alors je suis moi-même informaticien, donc je peux le dire, c'est pas bien que tous les informaticiens soient à la tête d'une transformation profonde de la société. Et donc il faut que beaucoup plus de monde ait accès à ces technologies, au sens de pouvoir les contrôler. Et fondamentalement, c'est pour ça qu'on a créé notre plateforme. Juste un mot sur le marché avant de revenir avec Philippe Aymerich, Axel. La data, l'IA, ça crée un marché très concurrentiel pour les grandes entreprises. Les fintech, on a vu qu'ils en ont profité. Les startups comme Dataiku qui se sont lancées. Pour vous, ce sont quoi les dynamiques concurrentielles aujourd'hui autour de cette data et cette intelligence artificielle? Là aussi, il y a quelques années, il y avait encore un déni de la part des grands acteurs bancaires face à l'émergence des fintech, je crois, et à leur capacité à très rapidement délivrer des services nouveaux, très ergonomiques, très faciles d'utilisation pour les clients. Et les fintech, elles ont cette force d'être d'emblée globales, donc d'être cross-frontières, de réussir à aborder plusieurs marchés en même temps et d'être très lean, donc très sec dans leur structure de coûts. Et donc, sont des modèles qui sont en soi très concurrentiels, déni et puis aujourd'hui coopétition. Oui. C'est-à-dire que coopération lorsqu'il s'agit d'intégrer certains des services développés par des fintechs, notamment par des acquisitions, parce que c'est la meilleure manière de rester à la page. Et on voit des grandes banques américaines faire des rachats faramineux de fintech valorisés à des dizaines de milliards de dollars américains. Mais donc il y a le côté rachat pour être toujours à la pointe de l'innovation. Et puis sinon, il y a quand même de plus en plus de la concurrence frontale sur notamment tout ce qui est nouveau marché, par exemple le paiement fractionné, dans lequel on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs financiers. Et donc, il faut savoir jouer avec ces nouveaux acteurs, avec des organisations qui sont grandes, qui sont parfois lourdes, qui sont difficiles à transformer du fait de la legacy, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. Et là, vous l'avez vu, Philippe Aymerich, à la Société Générale, que l'intelligence artificielle, la capacité que vous avez à travailler autour de cette data, ça devait être un levier d'accélération pour vous face aux fintech, mais pas seulement. Les Google et consorts et Amazon se lancent aussi, ont bien compris que ce secteur financier pouvait leur apporter gros. Et donc, pour vous, aujourd'hui, c'est au cœur de la stratégie de la Société Générale. Alors peut-être pour revenir à ce que vous disiez au début, la formation Python a été très productive, Oui. de même que la formation sur les API, l'économie des plateformes. Très sérieusement, on a fait effectivement des efforts d'investissement personnel sur ces sujets-là parce que c'est important d'être éclairé par rapport à des grands choix, des choix d'architecture digitale. Mais je le disais sous le signe de l'anecdote, mais c'est vrai que FIDEA s'y intéresser et c'est important parce que quand ça part d'en haut, il comprend un peu mieux est-ce que ce sont des développements compliqués et voilà, et ça a permis aussi de Tout à fait. compréhension. Alors oui, comme vous le disiez, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est totalement intégrée dans nos activités, dans notre business model. Je dirais que la vague de fond, évidemment, ça a été la digitalisation, qui s'est étendue par cercle concentrique, qui est maintenant et dans toutes nos interactions avec les clients, que ce soit consultation de comptes, réalisation d'opérations simples, actes d'achat, conseils, ouverture sur des écosystèmes, y compris les écosystèmes de nos partenaires. Donc, énormément de données nouvelles, en plus des données historiques que vous mentionniez. Et évidemment, c'est une richesse et nous avons aujourd'hui, grâce à nos partenaires et grâce à nos compétences internes, la capacité de les utiliser. Alors, on les utilise, je dirais, dans 4 grandes dimensions. La première, et j'insisterai beaucoup sur ce sujet-là, c'est tout ce qui nous permet de mieux protéger nos clients, les paiements, leurs avoirs. Ça, je dirais, c'est ce que nous demandent en priorité nos clients. Donc, assurer la protection de nos clients,
c'est un élément qui reste absolument essentiel pour nous, qui est le socle de la confiance qui existe entre les clients et nous. Et d'ailleurs, je trouve que c'est enfin, amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais maintenant qu'on a beaucoup de paiements dématérialisés et que les gens sont encore plus conscients de l'importance de la data, il y a beaucoup plus d'inquiétude, je trouve, dans ce domaine, au niveau du grand public. Oui, on essaie de les rassurer et chaque jour, voilà, de leur démontrer que tous ces milliards qui circulent, ils sont assurés dans des conditions de sécurité exemplaires. Donc, premier volet, la protection de nos clients. Le deuxième volet, c'est évidemment comment améliorer la qualité de service, parce qu'avec les données, on peut beaucoup mieux comprendre les parcours clients, les points qui fonctionnent bien, les points qui fonctionnent moins bien. Il y a une nouvelle frontière qui est très intéressante, c'est tous les agents conversationnels qui sont très appréciés par nos clients. Donc, deuxième axe, la qualité de service. Le troisième, c'est évidemment la personnalisation. Personnalisation du conseil, personnalisation des propositions de services et de produits. Ça nous permet d'être beaucoup plus pertinents auprès de nos clients. Et puis la quatrième dimension, alors là, celle-là qui est beaucoup plus interne, c'est l'intelligence artificielle nous permet d'améliorer notre efficacité, notre maîtrise des risques, que ce soit risque de crédit, risque de conformité, risque opérationnel. Donc au total, énormément de cas d'usage. Alors j'allais vous dire, on ne les compte plus. En fait, si on les compte, parce que c'est important notamment pour s'assurer de leur démultiplication. Donc aujourd'hui, au sein de la Société Générale, on va parler de 300 cas d'usage, dont 130 vraiment basés sur l'intelligence artificielle. Avec au départ une qualité de données qui est essentielle. Il faut quand même, absolument. On n'arrête pas de le répéter ici. Il faut absolument, c'est la clé de tout. Justement, pour que les projets se développent, Axel Lemaire, les algorithmes sont importants, il y a la place de cette data. Et pour vous, c'est ce travail important qui doit être fait autour de la qualité de la data. Ça paraît un peu tout bête, enfin, un peu une évidence de dire ça, mais c'est tellement important, voilà, parce que sans ça, si on se trompe dès le départ, c'est un peu comme un lancement de fusée. Si on varie d'1 degré en haut, on n'arrivera pas à retrouver la... Oui, et je pense qu'au départ, on a sous-estimé l'importance de ce travail de nettoyage, entre guillemets, des bases de données. Alors, encore une fois, elles sont plutôt propres dans la banque par rapport à d'autres secteurs et d'autres industries. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, ça suppose des investissements un peu moins lourds, mais ça prend du temps. Et c'est la partie laborieuse et l'épine dans le pied avant de vraiment trouver des cas d'usage intéressants dans la donnée. Ce que je trouve formidable, c'est que je vous assure que quand je parlais d'open data, là encore, il y a quelques années, donc de l'ouverture des données publiques, non seulement comme gage de transparence démocratique, parce que les données qui sont produites par l'administration, elles doivent être rendues disponible à l'ensemble des citoyens, mais aussi comme création de valeur économique. Souvent, mes interlocuteurs ouvraient grand les yeux et ne voyaient pas de quoi je pouvais essayer de parler. Il a fallu la crise sanitaire et il a fallu qu'un jeune geek ingénieur lance une appli comme Covid Tracker pour qu'on comprenne la force de l'open data et comment, grâce à des croisements de jeux de données, on peut avoir en temps réel un suivi de l'épidémie. Et donc là, ça y est, je crois que tout le monde a compris, y compris au sein des pouvoirs publics. La data, c'est précieux, il faut la cultiver, mais c'est pas comme le pétrole, c'est comme l'air, c'est-à-dire que plus ça circule, plus ça crée de la valeur. Oui, puis a priori, le pétrole, un jour, on n'en aura plus, alors que de la data, je crois qu'elle va se surmultiplier. Florian Douetto, justement, tiens, sur la qualité de cette data, ça a dû être une crainte pour vous. Alors, vous travaillez évidemment dans cet univers des moteurs de recherche, de tout ça depuis pas mal d'années, mais de se dire, allez, si on n'arrive pas à avoir cette qualité de données, on ira dans le mur, enfin, ou alors on va encore repousser l'intelligence artificielle à des données. Au départ, c'était l'une de vos craintes, ça ? D'avoir des données propres, voilà, pour pouvoir montrer que votre plateforme, vos algorithmes fonctionnent? Oui, c'était une des craintes. Et à vrai dire, quand on a conçu notre plateforme, c'était la manière dont on pensait le problème. C'est-à-dire qu'en fait, créer de la valeur avec la donnée, ça commence par la nettoyer, la comprendre, la maîtriser. Et en fait, l'intelligence artificielle, au sens de prévoir, automatiser, c'est l'étape d'après. Mais en fait, il faut comprendre un minimum avant de faire quelque chose avec ces données. Il faut fermer les fenêtres ou savoir comment les ouvrir avant d'allumer le radiateur, si la data c'est l'air. En effet, là-dessus, on a vu qu'il y a 4, 5, 6, 7 ans,
Les enjeux principaux, c'était la capacité de maîtriser les données, le déluge des données, où est-ce que je vais les mettre, où est-ce que je vais les stocker, qui a accès, etc., etc. Et maintenant, on arrive en effet dans la plupart des entreprises à ce niveau de maturité où on est plutôt en train de parler du nombre de cas d'utilisation dans lequel on va pouvoir utiliser telle ou telle donnée et on est en train de les multiplier. Et nous-mêmes, on est passé de 4 clients avec 4 usages à plutôt 400 clients avec 400 cas d'usage. C'est bien que les deux se multiplient en même temps parce que c'est quadratique. Je suis content du quadratique. Oui. Et en fait, c'est vrai que c'est ça qui a changé. On n'est plus en train de parler de combien de terabytes, pétabytes en essayant de se comparer à Facebook. On est en train de regarder combien de cas d'usage et fondamentalement de mettre de la valeur associée. Ouais, c'est important. Et justement, mon autre question, c'est comment on fait pour passer à l'échelle, justement? Quels sont un peu les points essentiels sur lesquels on s'appuie? C'est des sujets qui peuvent dépendre d'un secteur à l'autre. Je pense que dans les secteurs financiers, le passage à l'échelle, ça passe beaucoup par la capacité de contrôle du processus et de la capacité de le mettre effectivement en production. Parce que finalement, faire une analyse que personne ne va utiliser, c'est entre guillemets facile dans certains cas d'usage et dans certaines situations. L'enjeu principal des organisations qui passent à l'échelle, c'est en effet qu'elles ont réussi à passer ce moment où elles comprennent comment utiliser les données, comment elles auront le droit de l'utiliser, la qualité associée à cette donnée, mais la qualité aussi des prédictions et des choses qu'on a fait avec cette donnée. Et du coup, cette confiance, en fait, c'est la confiance qui crée le passage à l'échelle et qui permet en fait de multiplier le nombre de projets. Et c'est ça, maintenant je comprends mieux, parce que quand on avait préparé cette table ronde, à un moment, vous m'aviez dit qu'il y a un rapport au travail lié à la prise de décision face à l'automatisation. C'est un peu ça C'est en effet un peu lié, parce que l'autre chose qu'on voit finalement sur le marché, c'est que déjà l'intelligence artificielle, c'est un grand mot, parce que ça fait quand même 24 lettres au total, même si on a tendance à l'abréger en deux. Et je ne sais jamais d'ailleurs s'il faut dire AI ou IA, j'ai tendance à confondre. Mais on est en train de parler fondamentalement du fait de automatiser ou assister la prise de décision qui sont faites actuellement par des humains. Et la question sous-jacente qui est importante pour multiplier les cas d'usage, c'est de faire en sorte que le rapport au travail de ces humains qui actuellement prennent leurs décisions par eux-mêmes ne soit pas changé négativement. C'est-à-dire qu'ils acceptent le fait que la machine va les aider ou automatiser une partie de ça. Et je pense que cet enjeu de transformation des entreprises et de transformation du rapport au travail, c'est-à-dire que quand je suis derrière un ordinateur à prendre une décision, potentiellement, c'est plus moi qui vais la prendre ou je vais la prendre d'une manière différente. C'est un changement de société qui est profond parce que ça va changer la nature du travail. Potentiellement, même pour moi, à vrai dire, un jour, quand l'intelligence artificielle sera suffisamment forte. On aurait préféré parler d'intelligence augmentée. Ce serait été plus logique, artificielle. On met tout de suite quelque chose où on n'aura aucune maîtrise. Philippe Aymerich, au sein de la Société Générale, vous, le passage à l'échelle s'est déroulé au niveau de la banque de détail. Justement, vous pouvez nous donner quelques détails. Je fais ce petit jeu de mots. Oui, je pourrais prendre des exemples. Je pense qu'aujourd'hui, une de nos priorités, et parce qu'on franchit évidemment les étapes les unes après les autres et de plus en plus vite, c'est de s'assurer qu'on partage nos réalisations au sein de notre réseau. C'était général en matière de banque de détail, c'est 23 millions de clients, on est présent dans plus de 20 pays. Et on voit qu'il y a des initiatives dans tous ces pays. Et c'est très important, non seulement de partager les bonnes pratiques, de partager les expertises, mais aussi parfois de partager des modules. Alors, par exemple, on avait beaucoup travaillé en France sur tout ce qui était lutte contre la fraude en matière de paiement. Ça, c'est des outils qu'on a déployés dans nos filiales africaines. On avait travaillé aussi dans le cadre de la conformité réglementaire, qui, vous le savez, était un très, très grand sujet. Pareil, ce sont des modules maintenant qui sont déployés as a service, comme on dit maintenant, dans un certain nombre de filiales. Et ce mouvement, il n'est pas seulement pari vers le reste du monde, parce qu'on a aussi des initiatives locales qui sont parfois extrêmement pointues. Je pense à la Russie qui est très très avancée, notamment dans le degré de personnalisation des propositions commerciales. Ils sont très avancés aussi dans la façon dont ils engagent les clients sur l'application. Donc ça, c'est une technologie, c'est une pratique qu'on va importer en France. Et puis, je pourrais prendre un autre exemple en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé aussi sur un certain nombre de sujets en matière de conformité. Et ça, ce sont des outils qu'on va déployer dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, on est passé à ce cap-là, de dire c'est très important de partager tous ces outils, parce que sur un plan c'est plus efficace. C'est très important en termes de time to market. Et in fine, tout ça est au service de la qualité de service client.
Oui, et on reviendra aussi sur le rôle de l'humain dans un instant. Mais juste avant d'aborder ce thème, Axel, justement, comme ça prend tellement d'importance aujourd'hui, il y a tous ces critères aujourd'hui ESG, environnement, social, gouvernance. Et ça, c'est des choses. Vous sentez qu'il y a une accélération aussi dans ce domaine. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'éthique, évidemment, ça reste, hein, c'est l'un des thèmes forts. Mais justement, ces critères ESG, ça s'intègre aussi de plus en plus. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je vois venir le moment où l'intelligence artificielle et l'éthique des technologies numériques va rejoindre le SG, le développement durable. Donc, on pourra considérer que dans le G de gouvernance, on peut peut-être impliquer, inclure les enjeux de protection des données personnelles, de cyberprotection des données, etc. Mais oui, c'est d'une importance cruciale, ne serait-ce que parce que, ça y est, les fonds d'investissement, notamment institutionnels, regardent de plus en plus la réalité de l'impact et de l'engagement des entreprises en matière de développement durable. Et pour regarder la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer, il faut des indicateurs quanti et quali. Et donc ça, c'est de la data. Et ce qui pose une question aux entreprises qui doivent trouver les informations en interne, qui doivent les harmoniser, soit doivent venir de tous les métiers, de toutes les filiales, de tous les pays, et puis rendre ça lisible et intelligible aux acteurs extérieurs et notamment aux investisseurs. Alors dans la banque, c'est particulièrement vrai, bien sûr en interne, mais aussi parce que la banque, c'est avant tout un financeur de l'économie et qu'aujourd'hui, les consommateurs et les institutions publiques sont de plus en plus exigeants quant aux engagements pris par les clients des banques ou par les organisations financées par les banques. Et donc, une banque comme la Société Générale, elle doit montrer à quel point son portefeuille de financement est vert, à quel point il respecte des critères sociaux. Non, il n'y a pas de travail des enfants. Par exemple. Et donc, ce que je vois vraiment monter très vite sont tous les outils logiciels de suivi de la transformation par l'utilisation des données des organisations, c'est-à-dire vraiment de leur circuit de production jusqu'à leur circuit de distribution, pour atteindre des objectifs, en particulier environnementaux, qui soient de plus en plus ambitieux. Donc oui, c'est un sujet qui est pris très au sérieux, qui doit l'être d'ailleurs, parce que de toute façon, sinon, les entreprises seront rattrapées par la patrouille. Et la patrouille, c'est la Commission européenne, notamment, mais aussi l'ONU et les clients. Et donc, une des manières de le prendre très au sérieux, c'est de faire une bonne utilisation des données. Florian Douetto, oui, vous avez vu, vous, depuis la création de votre startup, oui, c'est monter en puissance, ces critères dont Axel vient de parler. Oui, tout à fait. En plus, en tant que chef d'entreprise, j'ai presque la taille où, du coup, moi-même, je vais avoir à avoir ce niveau de transparence en tant qu'entreprise. Donc, je suis sensible évidemment à ça. Pour vous, il faut apporter plus de clarté pour mettre tout ça en œuvre, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a avant tout une question de clarté, de qualité, d'opérationnalisation, tout ça. C'est-à-dire que le Covid Tracker, si jamais l'ingénieur qui avait fait ça avait dû aller regarder des images ou des fichiers PDF émis par des hôpitaux potentiellement à travers toute la France pour être capable de faire son application, il ne l'aurait jamais fait. Donc c'est quoi l'open data? C'est le fait que potentiellement il avait la capacité de le faire. Et de manière similaire, en fait, dans les critères et dans les données qui sont partagées actuellement, il y a un manque d'opérationnalisation, de normes, de qualité, de critères scientifiques pour permettre effectivement une consolidation complète des données qui fasse que la vision que je pense quasiment tout le monde a, qui est qu'à côté des flux financiers, on aura de plus en plus des flux d'informations associés finalement à la durabilité. Pour que ça devienne une réalité. Mais je pense qu'il y a encore, peut-être pas une génération au sens d'une génération humaine, mais en tout cas quelques années, quelques générations de logiciels et de technologies avant qu'on arrive à ça. Le lien est tout tourné vers cet humain au cœur de tout ça, parce que évidemment ces critères, on voit que l'humain reprend la main à travers ces critères, à travers toute cette acculturation, accompagnement qu'il faut faire. Vous le faites au sein de la Société Générale, autour de cette intelligence artificielle, bien entendu. Oui, moi je crois qu'il y a trois dimensions. La première, et je crois qu'elle est très largement franchie, c'est effectivement l'appropriation de tous ces nouveaux outils, notamment par nos conseillers. Je pense que le stade de l'appréhension, il est largement passé. Nos conseillers comprennent
que ces outils leur permettent d'être plus pertinents, plus efficaces dans leur relation avec les clients. Et les clients nous envoient des feedbacks qui sont très positifs sur les chatbots et tous ces éléments-là. Donc cette phase d'appropriation et donc de pleine intégration de ces outils dans nos activités, dans notre business model, il est fait. La deuxième étape, et je ne vais pas paraphraser parce que Florent l'a très bien exprimé, c'est effectivement comment on développe cette culture de la donnée au sein de l'entreprise. Et ça, il y a encore des progrès à faire. On y travaille activement. Oui, puis ce souci de même d'avoir des flux financiers fiables, d'avoir des données fiables, comme vous disiez, propres, c'est absolument essentiel. On y travaille beaucoup et voilà, il y a un courant très fort. Là, probablement qu'on a encore un peu de marge de manœuvre. Et puis la troisième dimension, c'est comment on développe tous ces cas d'usage. Et là, c'est absolument fabuleux parce que c'est vraiment un changement de méthode de travail. Parce que vraiment, on voit la nécessité de développer des équipes pluridisciplinaires, la nécessité de développer tous ces nouveaux métiers sur le plan de la donnée, mais ça veut dire aussi comment tous les métiers côté business s'adaptent, comment, au-delà de nos expertises internes, on travaille avec des partenaires extérieurs, que ce soit des entreprises comme Dataiku, des universités, des écoles, les grandes licornes, les big tech, etc. Donc voilà, il y a une ouverture sur tout un écosystème, des méthodes de travail très, très, très différentes. Et tout ça, finalement, aujourd'hui, voilà, la dynamique est très, très forte. Et ça aura, je rejoins ce qui a été dit auparavant, voilà, des conséquences aussi très fortes sur la façon dont l'entreprise vit. En moins de 20 secondes, démystification, c'est ça, de cette intelligence artificielle, Florian Douetto ? Oui, je pense que démystifier l'intelligence artificielle, c'est important parce que, au fond, automatiser les processus de décision, les secteurs le financier le fait depuis 40 ans parce que dès qu'on a dû dématérialiser les moyens de paiement, on a été obligé de faire ça. Tout ça remet en cause nos modes de travail, Axel Lemaire, pour conclure ? Oui, mais ça doit être accompagné. Oui. Par la formation, par l'empathie, parce que sinon on risque de laisser des gens et des entreprises sur le côté. Eh bien voilà, bien merci à tous les trois. Philippe Emmerich, directeur général délégué du groupe Société Générale, Axel Lemaire, associé senior chez Roland Berger, et Florian Douetto, fondateur de Dataiku. Si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez certainement si vous évoluez dans le monde de l'intelligence artificielle, allez voir cette pépite incroyable. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés pour cette émission que nous enregistrons depuis l'événement AI for Finance au Palais Brongniart. Et puis restez bien entendu avec nous sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.